Et si je te disais que l'empowerment, soit le fait de reprendre le contrôle sur sa vie, de reprendre sa souveraineté, ça passait pas forcément par de grands changements, de grandes décisions, de grands choix, mais aussi par des petits gestes, comme redevenir actrice de sa santé au quotidien. Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est justement le sujet du jour. Bienvenue dans les ondes d'origami. Les ondes d'origami, c'est le podcast qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à révéler la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'aime beaucoup qui est la santé naturelle des femmes et l'empowerment. Comment reprendre le contrôle sur sa santé au féminin. Et nous avons le plaisir de le faire à deux voix puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir Sandra Zeiler qui est naturopathe. Bonjour Sandra. Bonjour Anna. Mais d'abord, si tu ne l'as pas encore fait, télécharge ton rituel bien-être personnalisé à ton dosha, qui est ton énergie principale en Ayurveda. Parce que oui, souvent tu peux te sentir fatigué, lessivé, alors même que ta journée n'a pas commencé, mais parce que tu fais tout le cycle à l'envers. C'est pas adapté à ta nature profonde. Donc, en faisant un mini test de personnalité gratuitement sur Origami Mama, tu reçois ton rituel de bien-être qui est personnalisé, qui correspond à ton énergie principale. Et ça va te permettre de vraiment réveiller ton énergie et de rayonner à nouveau. On a longtemps appris à taire nos douleurs, à ignorer nos signaux, à croire que avoir mal c'est normal, que être fatigué c'est normal, que faire passer les autres avant soi c'est normal aussi, mais tu peux choisir de faire différemment. Pas parce que tu es en panne et que tu ne peux plus le faire, mais tout simplement parce que tu peux rayonner aussi. Et en ce sens, Sandra, j'aimerais te poser une première question parce que tu as un parcours un petit peu atypique dans le sens où tu exerces comme naturopathe mais aussi comme infirmière. Donc j'aimerais te demander finalement qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette voie-là et de faire un petit peu cette bifurcation de parcours, de t'intéresser finalement plus à la santé naturelle des femmes. C'est mon chemin de vie, de fille d'abord, après d'adolescente, de jeune femme, et qui m'ont amené à ce métier d'infirmière, de soins, puisque voilà, souvent c'est un métier féminin, mais toujours ouvert vers le soin, soigner, s'occuper de la santé. Et début de carrière très technique, puis petit à petit un cheminement, parce que j'ai croisé des patients qui avaient mal, mais mal à l'âme, et donc qui s'exprimaient par le corps. Donc comment on peut soigner les maux de corps, les maux de l'âme. Donc voilà, un cheminement professionnel et personnel, hein, puisque quand on est épouse, puis maman, on se questionne sur comment soigner ses enfants le plus naturellement possible, comme un peu je l'ai été élevée avec simplicité. Voilà, un peu le cheminement des deux qui m'a amené à me poser cette question et à étudier ce qui est ancestral, hein, ces médecines traditionnelles. Ouais, justement, voilà. Tu en parles de ces médecines traditionnelles, donc on pense aux herboristes, on pense à l'époque aux sorcières, donc on observe un retour quand même finalement aujourd'hui vers ces médecines qui sont plus holistiques, donc qui prennent en considération l'intégralité du corps et qui sont beaucoup plus naturelles aussi. Pourquoi, selon toi, on a besoin finalement de se reconnecter avec ce type de pratique dite alternative? Cette connexion, elle a toujours existé, mais elle a été dominée par les sciences et par le besoin de prouver. Alors qu'il y a toujours eu ces médecines intuitives, ces médecines Hippocrate, des gens qui ont fait des liens intuitivement entre pourquoi une plante pousse à tel et tel endroit, apporte telle et telle chose, ont décodé le message de la plante et le lien avec notre corps. Donc ça a toujours existé et ça a été balayé par la science, la science qui prouvait tout et qui dénigrait le reste. Et en fin de compte, avec des études et cette persistance de vouloir transmettre, on se rend compte actuellement par des études scientifiques que des molécules de certaines plantes ont le même pouvoir que la chimie. Et la digitaline, c'est bien une plante
et un médicament qui a été inventé, construit à partir de la plante. Voilà, on a extrait le principe actif de la digitaline pour fabriquer un médicament cardiaque. Besoin de renouer, c'est juste un retour en arrière et cumuler et prouver scientifiquement maintenant que ces traditions ont une place dans les soins actuels. La science moderne, disons, elle est pas si ancienne que ça, hein. Je pense qu'on peut compter maximum une centaine d'années. Même moins. Pasteur, les vaccins. Et c'est vrai qu'il y avait Antoine Béchamp et Pasteur qui se confrontaient, hein, la science et une autre approche. Et Béchamp disait bien, l'essentiel c'est le terrain et pas le microbe. Et Pasteur disait l'inverse. Donc c'est vrai que après ces deux façons de voir se sont confrontées, mais maintenant on voit bien que le terrain est tout aussi important que le microbe, voire plus, hein, pour combattre ou éviter une maladie. Les gens vont vers une médecine alternative parce qu'il y a une prise en charge holistique du terrain, de qui ils sont, pas juste du symptôme. Les gens ont besoin d'être pris en compte dans leur globalité. C'est pour ça qu'il y a un retour à la source, je vais dire. Et pourquoi est-ce que les problématiques féminines, elles sont souvent mal comprises ou tues? Mais elles sont mal comprises parce que on n'a pas laissé aux mots des femmes la place de s'exprimer. Mais elles sont connues depuis longtemps. Depuis longtemps, on connaît les plantes. Quand on a trop de règles, quand les menstrues sont trop importantes, on prenait l'achillée. Ou il y a cette connaissance ancestrale du cycle et de comment soigner les maux du cycle, les maux du corps. Hein. Mais ça a été tué parce que la femme, elle est noyée dans une société à dominante masculine. Et donc ça c'est ancestral et actuellement ça fait pas trop longtemps où on fait des études sur des pathologies féminines en dehors des études au niveau scientifique. Hein. Souvent dans les cardiopathies, on mélangeait hommes et femmes alors qu'on sait que le cœur est genré, le cœur est protégé, les vaisseaux sont protégés par le cycle féminin et ça c'est assez récent qu'on tient compte de cette particularité. Hildegard de Bingen voilà, c'est une femme quand même du Moyen-Âge qui avait dans son potager tout ce qu'il fallait qui soignait les maux des femmes. Hein. Et souvent, c'est là à portée de main, le framboisier, l'achillée que tu mentionnais, il y en a plein finalement. Il y en a plein. La sauge. La sauge, la bourrache, les plantes abortives. C'est des choses qui ont été transmises. Alors la sorcellerie, voilà, je veux dire, comment couper la vie, enlever la vie, ça relevait de la sorcellerie, mais c'était juste des plantes qui avaient intuitivement les personnes trouvé leur effet, quoi, hein, par connexion à la nature. Et donc les femmes, elles savaient, mais ça a été toujours mis de côté. Pourquoi beaucoup de femmes trouvent qu'elles ne se sentent pas entendues par le corps médical? Le généraliste ne va pas aborder la femme en général, va aborder la pathologie en général. Et avant d'être malade, on est en bonne santé. Donc déjà ça. Et après, tout est morcelé par organe. Et donc quand une femme va chez gynéco, on va juste s'occuper de son appareil gynécologique. Mais du côté psycho-émotionnel, qui est en lien avec les œstrogènes, la progestérone, tout ce côté émotionnel n'est pas pris en compte. Ou alors, on va donner, peut-être, je vais un peu fort, hein, mais je vais dire, quand on déprime un peu parce qu'on est déséquilibré au niveau de nos hormones, on va nous traiter déprimés, d'hystériques. Et là, ça va être la sphère de la psychiatrie, on va aller chez le psychologue. Et le psychologue, il va s'occuper pas du cycle hormonal. Et le psychologue va écouter, va soigner les maux. Mais peut-être qu'en cherchant la base, c'est tout simplement un déséquilibre métabolique ou hormonal. Et tout est morcelé. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'on banalise aussi beaucoup certains symptômes chez les femmes? Alors je pense là au cas typique de l'endométriose, hein, pendant très longtemps finalement c'est normal d'avoir mal. Été diagnostiqué, c'est normal d'avoir mal, on a ses règles, c'est normal. Et non, c'est pas normal. Il y a une certaine sensation et là il faut connaître son corps. Hein. Et il y a des sensations qui sont qu'on peut accepter, mais quand c'est trop douloureux, chacun a sa sensibilité. Donc il faut écouter la personne qui dit j'ai mal
Et même si elle est minime, la douleur, elle est là. Si on recherche la cause de la cause, il y a des origines tout simplement métaboliques qui font qu'on ne peut pas aller bien, qu'on peut avoir des symptômes douloureux plus importants, des cycles plus importants. Non, c'est pas à mettre de côté. Et tu en es le parfait exemple en quoi la médecine conventionnelle et la médecine plus traditionnelle peuvent collaborer. En allopathie, on va traiter le signe, la clinique. Et moi, en tant qu'infirmière, j'aime bien dire que quand il y a de la pathologie, ça c'est le rôle du médecin. Le médecin soigne les signes cliniques d'une maladie. Et moi, en tant que naturopathe, je vais l'accompagner, cette maladie, en cherchant la cause. Moi, je vais chercher le déséquilibre et la cause. Le déséquilibre métabolique, le déséquilibre hormonal, le déséquilibre du terrain psychique. Je vais questionner le médecin par rapport à la biologie pour confirmer ou infirmer ce qu'on pense. Et on va lui traiter les signes et moi essayer de rééquilibrer le terrain physique et émotionnel. Et les deux ensemble permettent de chercher la cause de la cause et de traiter le signe de la maladie. Et quels sont les piliers fondamentaux d'une santé féminine équilibrée? Alors maintenant, au vu de mon cheminement, moi je pense que le pilier principal, c'est cet équilibre hormonal qui permet, parce que tout est équilibre dans la vie. L'équilibre sanguin, les taux sanguins, c'est toujours en équilibre. On dépend des taux hormonaux. Ces taux hormonaux sont en équilibre, l'équilibre entre les oestrogènes, la progestérone, entre la dopamine, la sérotonine, mélatonine, tout ça est équilibre. Et en fin de compte, à mon sens, c'est tout cet équilibre du système endocrinien et hormonal qui est important pour tout le monde, pour les hommes aussi, mais plus pour les femmes, parce que nous, on a bien ce cycle qui nous vient tous les mois. Et ces variations cycliques, ces variations d'hormones, cet équilibre qui doit se faire pour que physiquement, on soit bien et émotionnellement. Les hormones ovariennes, donc les oestrogènes, la progestérone, sont directement en lien avec notre thyroïde. Notre thyroïde est en lien avec notre digestion, avec notre métabolisme. Donc c'est un déséquilibre hormonal. L'un va entraîner un autre déséquilibre. Et c'est un cercle qui nous revient tous les mois par nos cycles, qui se met en place à l'adolescence, qui est aussi déséquilibré et qui est déséquilibré en période de pré-ménopause. Alors tu parlais de la santé justement, de l'équilibre digestif, de l'équilibre hormonal. Est-ce que le stress et la fatigue chronique, ça impacte ces équilibres hormonaux et digestifs? Bien sûr. Le cycle, donc la première partie c'est les oestrogènes, deuxième partie c'est la progestérone. La progestérone, elle a la même source pour être fabriquée que la cortisone, que les corticoïdes. Quand on est en mode stress, le corps il répond. Quand on a un cycle, quand on a un rythme de vie de guerrière comme ça, on est sur tous les fronts, on est tout le temps en mode stress, j'y vais. Donc on va produire beaucoup de cortisone pour pouvoir répondre, pour pouvoir agir. Au dépend de progestérone, puisque c'est la même source alimentaire. Donc on voit que quand on est hyper stressé, le corps il va choisir entre le cycle pour se reproduire et répondre quotidiennement à nos tâches. Du coup on va fabriquer moins de progestérone pour pouvoir répondre au stress. Donc il y aura des équilibres. Moins de progestérone, ça veut dire des troubles de cycle, des dysovunies, donc des problèmes de fertilité, d'endométriose, du SPM, enfin tout ce qu'on connaît. Mais oui, le stress, en étant tout le temps en action, stress positif, même quand on est tout le temps, quand on s'accorde pas des moments de pause, il y a des équilibres. Alors il faut comprendre que le cycle féminin, première partie des oestrogènes sont boostantes, c'est celles qui font qu'on charme, qu'on est en pleine vitalité pour pouvoir ovuler, reproduire. Et une fois que ça s'est fait, deuxième partie, la progestérone, c'est les hormones calmantes. Une fois qu'on est enceinte, qu'on porte la vie, on se calme, on se pose. Et donc tous les mois c'est comme ça. Mais ça, dans notre vie, c'est pas comme ça. On est des guerrières, on y est tout le temps. Et donc, il est important, pour garder une bonne santé, d'avoir cette idée
que tous les mois, on a une côté festa, et puis une période plus calme. Et on n'est jamais en période calme. C'est des choses qu'il faut apprendre à équilibrer, ce yin et ce yang. Cette énergie féminine et cette énergie masculine. On n'est pas des mini-hommes, et on n'est pas que des femmes. On est des femmes, et on fonctionne avec nos hormones. Ce qui permet de faire la plus belle chose, donner la vie. Ouais. Et ça, il faut le respecter. Et se l'approprier. Quand tu es tout le temps en mode stress, au taquet, tu fabriques de la cortisone jusqu'à l'épuisement. Et jusqu'à l'épuisement, et donc du coup, trouble du cycle, trouble de la thyroïde, problème de peau, des carences. Et ta cortisol, le corps est en mode survie. Donc lui, il va survivre jusqu'au burn-out où il y a l'effondrement. Et dans le burn-out, voilà, les troubles, les aménorrhées, pas de cycle, problème de fertilité, tout ça, c'est en lien direct. Et c'est là où la femme, elle a besoin d'être prise dans sa globalité. Dans les problèmes d'infertilité, oui, regardez votre rythme de vie. C'est bien beau de provoquer des ovulations, des choses comme ça. Mais si vous avez un métier que vous vivez à 200 à l'heure, que vous accordez pas déjà cette pause de me dire, maintenant, je vais donner la vie. Je vais me poser, moi, en tant que femme. Et voilà, comme mon cœur, il fonctionne, je respecte. Maintenant, mon système de reproduction, il faut que je l'écoute, que je l'entende. Et on fonctionne comme ça. Et tu me demandais mon parcours personnel. C'est vraiment qu'on est en lien avec cette nature, avec ces saisons. Je veux dire, les règles, c'est l'hiver. Arrive le printemps, où il y a cette phase œstrogénique lutéale. L'ovulation, c'est l'été. Et puis arrive cette phase, soit on est enceinte, soit pas. Et arrive nouveau cette phase plus calme, automnale, hivernale. Et ça recommence. Et c'est comme ça pour nous, tout au long de notre vie, la puberté, la vie épanouie, puis la ménopause, on arrive en automne, voilà. Et l'hiver, c'est chouette parce qu'on va retransmettre, donner toute notre connaissance, on va la retransmettre. Alors, quand c'est dans le cycle de la vie, voilà, c'est comme ça. Tous les mois, on peut redonner la vie, retransmettre. C'est ma passion pour la naturopathie et ce lien entre la nature, ce qu'elle nous apporte, enfin la nature dans son entièreté, et nous comme éléments de la nature. C'est super intéressant, franchement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est 4 saisons, notre cycle à nous, le cycle de la vie, il y a un lien. Et en naturopathie, on recherche le terrain d'une personne. Donc on va voir son terrain. Et le terrain, une graine, une semence, on va pas le mettre n'importe dans quel terrain. On veut que notre corps, c'est notre terrain. Donc il faut que la vie, moi je parle parce qu'on parle de féminité, mais on peut parler, mais on veut que notre terrain soit aussi riche que le terrain dans lequel je mets ma graine pour que mon haricot y pousse, pour qu'il soit sain pour moi. Donc oui, cette féminité, notre corps, il faut qu'on le bichonne il faut qu'on bichonne notre terrain, comme on bichonne le potager pour qu'on ait de belles plantes, ou plantes d'intérieur, ou enfin voilà. Je sais pas si vous l'entendez, mais on a une magnifique mare à côté et on a des crapauds qui se joignent à nous pour cette interview. Donc si vous les entendez, ne soyez pas surpris. Et parlons un peu justement de cet empowerment, donc reprendre le contrôle. Comment les femmes peuvent reprendre le contrôle et redevenir actrices de leur bien-être au quotidien? Déjà de pas vouloir être des mini-hommes. Même si dans notre nature on a cette vitalité et ce besoin, mais c'est des choses qu'on nous a ancrées et pas juste nos mères ou nos grands-mères, c'est des ancrages transgénétiques, transgénérationnels, où quand on voit dans la société la place de la femme, voilà, elle évolue doucement et donc nous il faut qu'on évolue à ce rythme et il faut pas qu'on se compare et on doit être égaux aux hommes dans nos droits, mais pas dans notre façon d'être, parce qu'on est genré. Cœur est genré, nos organes sont genrés, notre ossature, on fonctionne différemment biologiquement. Donc déjà admettre ça et admettre qu'on n'est pas que des femmes, on est des femmes avec notre façon à nous de fonctionner, qui est en parfaite symbiose avec la nature et avec les hommes, quoi. Je veux dire, tout est parfaitement pensé, si on peut dire comme ça, mais voilà, on sait fonctionner en autonomie. Et donc déjà admettre ça.
Voilà, de ne pas vouloir être qui on n'est pas, être soi et accepter qu'on fonctionne différemment, qu'il y a des moments où c'est pas ok, il y a des moments où c'est ok et connaître déjà comment on fonctionne du coup, hein, admettre et puis après essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le cycle. Alors pas des cours de SVT parce que là aussi on nous apprend, voilà, mais se connecter. Alors ok les cours de SVT et là j'aime bien dire faut faire attention parce que on transmet comment on fonctionne. Mais il y a aussi le développement psycho-émotionnel qui fait que tout le monde à 9, 10, 11, 14 ans n'est pas au même stade et ne peut pas entendre la même chose. Donc ça commence aussi par là, reconnaître que chaque enfant, chaque futur adolescent, adolescente a son histoire et n'est pas prête à entendre toujours la même chose, ça peut choquer. Comme certaines, ça ne peut pas les choquer. Donc déjà, individualiser, mais ça c'est encore un autre thème. Mais voilà, en tant que maman ou en tant que femme, tante, parce que des fois on n'a pas de maman, donc c'est la tante, c'est la sœur, c'est la grand-mère. Et c'est là où dans la naturopathie, on parle de la prise en charge générale de la personne. On est toutes différentes dans notre histoire. Donc on n'a pas toutes les mêmes transmissions. Moi, je n'ai pas les mêmes transmissions. Et donc on peut transmettre de la biologie, mais après on peut transmettre aussi, ok, ton corps te parle. Donc écoute-le. Ça se fait pas en cours des SP, ça se fait pas à l'école. Ça se fait vraiment, c'est quelque chose de très féminin. Et ça se fait pas non plus chez le gynéco, c'est pas le gynéco. C'est vraiment quelque chose qui est transmis et on revient à nouveau dans le temps, hein. Avant cette industrialisation où on a mis les femmes au travail, elles devaient être au même taquet que les hommes. C'est bien avant où ça se transmettait de famille en famille, de génération en génération, dans un cercle très fermé, peut-être de tabou, mais c'était féminin. Et c'était dans une maison, il y avait plusieurs générations de femmes, et ça se transmettait. Comme une grossesse et des remèdes de grand-mère se transmettaient. Hein. Et ces remèdes de grand-mère, c'était des transmissions de génération en génération. Hein. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais partie rebondir. Du sujet. Il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. L'une, c'était quand tu parlais de notre biologie, que notre cœur, en tant que femme, il est fait différemment d'un cœur d'un homme, que nos organes, nos muscles, nos os, etc. C'est encore plus intéressant du coup de faire le lien entre le corps, la tête et l'esprit parce que finalement on est en tout point différente d'un homme et embrasser pleinement sa personnalité, mais aussi ses émotions, mais aussi son histoire, mais aussi son corps, et ça fait partie finalement d'un bien-être global. Mais oui, c'est pour ça que tu me poses les piliers d'un bien-être. C'est toute cette globalité quoi qui fait que le matin on se lève de bon pied. Et qu'on a envie de vivre pleinement la journée qui se présente, quoi. Mais tout ça, c'est un cheminement, c'est une globalité. Et on revient à ta première question. Ces médecines ancestrales, traditionnelles, on tient compte de cette globalité. Et la science montre actuellement que le cœur cardiaque est genré. C'est pas juste une question d'émotion, une cœur de maman. Non, vraiment, c'est un muscle, il bat plus vite que le cœur d'un homme. Nos vaisseaux sanguins sont plus fragiles, sont plus fins que ceux des hommes et sont protégés par nos hormones. Ce qui sous-entend que quand on a un bon cycle, un bon équilibre hormonal, on protège notre système veineux. Ça veut dire qu'à la ménopause, notre système veineux il sera moins protégé et d'où souvent les problèmes d'insuffisance veineuse. Notre système hormonal protège notre métabolisme ou intervient dans notre métabolisme lipidique. Ça fait que quand à l'adolescence les hormones arrivent, féminines, il y a la graisse qui se répand dans nos zones à nous, pas les hommes. Un autre exemple, c'est qu'à l'adolescence, au niveau du métabolisme squelettique, nos hanches se forment, pas les hommes. C'est parce qu'on a notre système hormonal et donc notre bassin, notre ossature se prépare. Donc tout est genré et protégé par nos hormones. Donc soigner notre cycle, un des piliers, c'est soigner notre statut osseux, c'est soigner notre système cardiovasculaire,
c'est soigner notre métabolisme, c'est soigner notre digestion. Voilà. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était sur la question de la transmission que tu avais évoquée, avec des choses qui peuvent se cristalliser, justement des émotions de notre histoire qui se sont imprimées à l'intérieur de nous et qui peuvent évoquer et engendrer des changements. Donc si vous n'avez pas encore fait, je vous renvoie vraiment sur l'épisode du podcast qui traite des mémoires transgénérationnelles, parce que ça va vous apporter vraiment des éclairages complémentaires à ce sujet. Quels sont les premiers leviers qui sont simples à actionner pour une maman qui est toujours fatiguée et qui aimerait un petit peu sortir de ça? Il y a des petits exercices tout simples à faire. Pour commencer, c'est déjà se dire je suis fatiguée. C'est tout simple, mais ça demande une prise de conscience. C'est que quand on se réveille, ça commence par là. Pas quand on sort le pied du lit déjà penser à l'organisation, mais tout simplement penser avant de sortir le pied à son corps, à le réveiller tranquillement, à le mettre en mouvement, en commençant par les chevilles, les genoux, les hanches, juste quelques exercices d'étirement, et ça me fait du bien à moi déjà. Et après, je peux commencer ma journée. Un exercice simple que je propose d'essayer un matin, puis peut-être que le deuxième matin, vous aurez déjà oublié, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a toute une vie pour s'améliorer. Enfin, pour progresser et cheminer, c'est pas s'améliorer. Mais c'est toute une vie pour prendre conscience et changer voilà. Donc dès le matin, commencer par prendre un temps pour soi, ouvrir les volets et dire j'ai passé une bonne journée et maintenant ce temps est pour moi. Je respire un grand coup et après j'attaque les choses. Et pareil le soir. Moi, c'est vrai que ce que je fais le matin en me réveillant, donc je suis toujours dans mon lit et je me fais une petite séance de yoga du visage, tout simplement. Je stimule finalement différents points pour commencer à mettre en action mes muscles. Et franchement, c'est un petit hack que je vous donne là, mais ça va vraiment vous réveiller parce que déjà là, on n'a plus les paupières qui collent, on n'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est vraiment ça stimule tout de suite et ça donne vraiment un coup de fouet assez incroyable. Juste cette partie du visage. Après, j'enchaîne avec ma petite séance de yoga matinale, etc. Vous pouvez retrouver aussi sur mon site. Mais juste cette petite minute où je stimule les différents points sur mon visage, et ça change vraiment beaucoup. Sur tout le corps, on peut le faire en se tapotant et prendre une bonne grande inspiration et voilà, un moment pour soi. Et si je peux me permettre, finir sa journée en faisant le point sur ce qui était positif et avoir de la gratitude pour notre corps qui nous a amené où on devait aller, notre cerveau qui nous a permis de réfléchir, même fatigué, il nous a permis de faire des choses, être conscient que c'est notre corps, il sait fonctionner et en prendre conscience et avoir de la gratitude. Voilà. C'est deux petits exercices qui prennent pas grand chose, mais qui sont un début et qui sont importants. Ouais, c'est vrai que je le pratique aussi avec mes filles. Je leur demande aussi de nommer au moins une chose pour laquelle elles étaient très contentes, donc reconnaissantes dans la journée. Et puis ça commence à devenir vraiment un automatisme là chez elles, donc c'est très chouette. Ouais. Parce que quand on est fatigué, on voit plus. Alors quand on regarde bien, il y a 10 000 petites choses qui sont positives dans une journée. Des fois, tourbillonnantes. Ouais, ça peut être des choses vraiment très simples, comme tout simplement voir un petit papillon se poser sur une fleur, sentir le soleil sur sa peau, savourer un thé qui est chaud. Le bonjour de la boulangère, c'est plein une de petites odeur, choses comme ça. quelqu'un qui vous tient la porte. Voilà, c'est des choses, mais oui. Et quel rôle joue l'alimentation dans la prévention et le bien-être hormonal? L'alimentation en naturopathie, c'est un des piliers. En naturopathie, on donne des conseils sur 3 piliers. Avant, on parlait des piliers hormonaux, voilà, mais les 3 piliers qu'en consultation, c'est l'alimentation, le mouvement, la respiration, et la gestion du stress. Donc, on a bien compris avant pourquoi la gestion du stress. Et l'alimentation, il faut bien comprendre que ce qu'on mange va être transformé dans notre tube digestif. Donc, celui-là, il faut le bichonner aussi pour qu'il fonctionne bien. Faut bichonner notre foie pour qu'il détoxifie, mais ce qu'on mange, c'est ce qui va être transformé en éléments chimiques de base, et après l'organisme, il sait très bien recomposer grâce à des minéraux, grâce à des vitamines, grâce à des oligo-éléments, il sait recomposer, fabriquer nos hormones,
Nos hormones, c'est des petites molécules qui transmettent des messages à un moment donné. Ils transmettent des messages à notre système endocrinien. Le système endocrinien, c'est des glandes qui vont dire « Ah, tiens, maintenant il est l'heure de fabriquer des œstrogènes ». Et donc, il y aura des taux des fabrications d'hormones. Et ça, c'est fabriqué à partir de ce qu'on mange. Donc, l'alimentation, c'est la base. Ce qu'on mange nous permet de fonctionner. Pas seulement des glucides pour l'énergie, tous les minéraux, toutes les vitamines, c'est des cofacteurs pour que tout s'embrique et se recompose. Dans la viande, il y a ces acides aminés, ces protéines essentielles pour fabriquer nos neurotransmetteurs, notre dopamine. Et là, on a besoin de fer, de zinc, de sélénium. Et tout ça, on va le trouver dans de la nourriture saine, vivante, non transformée. Donc tout un chapitre, voilà, aussi un cheminement. Comment je veux nourrir mon corps, mon esprit, mon corps, comment les deux s'imbriquent. Et petit pas par petit pas, voilà, on enlève quelque chose, on rajoute. C'est des habitudes, c'est comme notre vision de qui on est, c'est des choses qu'on nous a données. Et les habitudes, c'est compliqué. Donc ça se travaille aussi petit à petit. En naturopathie, on parle pas de régime, on parle pas de choses comme ça. Enfin, pour ma part, Pour ma part, c'est changer, rééquilibrer, réharmoniser son assiette à long terme pour vraiment donner, comme à une voiture, le bon carburant. On va pas mettre n'importe quel carburant dans sa voiture, on veut qu'elle tienne longtemps, qu'elle roule longtemps. Bah, nous, c'est pareil. Donc l'alimentation, c'est un pilier primordial. Ouais. L'alimentation, le stress, si on stresse, on digère moins, ça va être moins bien assimilé, moins bien refabriqué. Et le mouvement permet de gérer le stress, de mettre, donc voilà, l'alimentation, mais les trois autres, tout sont, voilà. C'est vraiment une vision holistique globale de la personne. C'est pour ça que les gens recherchent ce genre de prise en charge actuellement. Et puis, tu parlais justement du mouvement. Bah, c'est vrai que le mouvement, ça apporte aussi une circulation d'énergie beaucoup plus fluide le long de Mais bien sûr. De long de notre corps, de notre énergie Kundalini aussi, donc pour celles qui connaissent, celles qui circulent à travers nos différents chakras. Donc du coup, c'est vrai que je sais plus pourquoi j'ai commencé cette phrase. Mais parce que t'as tout à fait raison. On est dans le mouvement, dans les énergies, et la vie, c'est le mouvement. Et la première chose qu'on fait quand on vient au monde, quand on met son enfant au monde, ou quand nous on vient au monde, premièrement, c'est la respiration. Et après, c'est le premier mouvement. Donc le mouvement respiratoire, il est vital dans notre vie. Donc respirons tous les jours amplement et pas juste un petit, mais voilà. La respiration, c'est le mouvement de la cage thoracique, des balancements qui vont circuler les énergies, qui vont faire circuler le sang, amener les minéraux, les vitamines aux organes pour qu'ils fonctionnent. La thyroïde, c'est l'organe du mouvement. Donc la vie, c'est le mouvement. C'est l'activité physique adaptée à notre état émotionnel. Et donc tout s'imbrique toujours. Ouais, ça nous recharge aussi en énergie, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, parfois on se dit j'ai pas envie d'aller au sport, là je suis trop fatiguée, j'ai ci, j'ai ça, mais en fait c'est justement en se mettant en mouvement que on recharge. Voilà, exactement, on se recharge, on se recharge en énergie tout simplement. On retrouve cette vitalité là. Et puis deuxième petit hack pour revenir sur la question de la digestion, il y a aussi peut-être travailler, si on est vraiment très 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 fatigué, qu'on comprend pas d'où ça vient, qu'on a travaillé sur son stress, qu'on a travaillé sur plein d'autres éléments là, mais aller voir du côté de la micronutrition. Il y a peut-être des choses aussi à creuser là, donc avec votre conseil naturopathe, ça peut être quelque chose aussi très intéressant. Oui, parce qu'on parle des protéines, mais on parle pas assez des micros. Donc du sélénium, zinc, magnésium, tous ces micro-éléments qui sont des cofacteurs hyper intéressants pour que le corps fonctionne bien. Et bien sûr, quelque chose que nous on aborde beaucoup, c'est encore un équilibre, l'équilibre de la flore digestive. Parce que dans notre tube digestif, on a toute une flore bactérienne qui nous profite, c'est les saprophytes, et les pathogènes, et tout ça vit en équilibre. Et quand il y a des équilibres, notre paroi du tube digestif devient poreux, laisse passer des choses qui n'ont rien à voir dans notre organisme, qui doivent être éliminées. Pour être éliminées, c'est notre foie qui va faire ça, qui va devoir travailler beaucoup plus. Nouveau énergie,
Quand il a besoin de détoxifier, il perd de l'énergie pour les enzymes digestives, le pancréas, tout ça. Donc on aura une mauvaise digestion. Mauvaise digestion, ça veut dire qu'on perd des éléments. Donc c'est vrai que le côté digestion, micronutrition, flore digestive en lien avec le psycho-émotionnel, hein, notre deuxième cerveau. Voilà, on est de nouveau sur une prise en charge holistique. Hein, et là, en consultation, chacun élit et va dire, ok, moi j'ai envie de travailler ça. Puis petit à petit, on va amener à autre chose. Mais en une consultation, on peut pas tout aborder. Mais voilà pourquoi les gens ont besoin de revenir comme ça, une prise en charge, parce que c'est fabuleux comment on fonctionne et c'est un équilibre. La vie est un équilibre, notre organisme, et quand on déséquilibre quelque chose, il y a une espèce de, voilà. Le corps va toujours essayer de rééquilibrer au détriment de certaines fonctions. D'où les mots du corps et d'où les écouter. Exactement. Quelle est l'importance de la transmission des savoirs autour de la santé féminine? Alors avant, tu parlais de cet hiver hein, qu'on vit et qu'on retransmet. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, alors il y a toute cette observation du cycle, parce que au fur et à mesure du cycle, il y a la symptothermie. Enfin, moi, j'aime bien apprendre ça aux jeunes adolescentes. Hein. Et après, des fois, on n'est pas on n'a pas appris, hein, mais c'est vrai que cette symptothermie, l'observation des glaires et de la température, l'alliance de ces deux permet de savoir où on est au niveau du cycle. Si on ovule bien, alors c'est très bien en mode contraception aussi. Hein. Alors les chiffres montrent quand même que quand on maîtrise bien, quand on observe bien, qu'on est bien formé, cette contraception d'observation du cycle fonctionne à 98%. Donc autant avec un contraceptif classique. Voilà. Et alors la contraception, c'est encore un autre chapitre où on pourra en échanger. Mais c'est vrai que transmettre des choses toutes simples, c'est que quand on a des glaires, des sécrétions, elles ont plusieurs stades. Quand le pic d'œstrogène arrive, il y a ovulation. Quand il y a ovulation, la glaire, elle ressemble à du blanc d'œuf. Voilà. Donc on est en période de fertilité. Quand il y a ovulation, l'ovule est libéré et ce qui reste, ça s'appelle le corps jaune. Ce corps jaune va fabriquer de la progestérone. Deuxième partie du cycle. Progestérone, elle a on peut observer deux choses avec la progestérone qui augmente. On observe une glaire qui s'assèche. Donc on est en fin de période et la progestérone, elle augmente la température corporelle de 0,3 degrés. Donc si on prend sa température régulièrement au matin, quand elle augmente de 3 degrés sur 3 jours, au bout du 3e jour, on est en fin de période fertile. Donc, ce genre d'observation et de connaissance sur plusieurs cycles de formation, de suivi, c'est pas comme ça, mais c'est la base, permet de savoir quand on ovule. Donc, ça permet quand on est en période de fertilité, quand on veut avoir un enfant, on peut déterminer facilement quand on ovule. Ça permet aussi d'avoir une mode de contraception et d'observer son cycle. Parce que si on saigne de trop, si il n'y a pas de glaire, c'est un déséquilibre hormonal. Qui dit déséquilibre, dit nouveau déséquilibre, dit nouveau action sur la thyroïde, sur la digestion. Et donc c'est un moyen aussi de prévenir de se connaître. C'est très important. Enfin voilà, de transmettre ce genre de choses et de se connaître pour prévenir des pathologies, pour connaître son cycle, quand on veut concevoir un enfant, quand on ne veut pas en concevoir, et se dire, là j'ai trop de saignements, j'ai pas ovulé, ou j'ai peut-être pas assez ovulé, ou une dysovulé, enfin voilà, vraiment important. Et si tu avais un petit mot à murmurer à l'oreille des femmes au sujet de cet empowerment, ce fait de reprendre sa souveraineté en matière de santé naturelle, quel serait-il? De s'écouter, de croire en soi et vraiment, moi j'insiste sur le fait que on n'est pas que des femmes et vraiment s'accorder ce droit de se connaître, d'apprendre, de se prendre un temps pour soi, vraiment on est les personnes les plus importantes, enfin chacune, hein, je parle pour chaque être humain et on n'est pas égaux des hommes, on est égaux en droit, mais pas au niveau de la nature, on est connecté autrement. Et donc, apprendre, accepter. Et tout ira bien.
Et est-ce que tu aurais un dernier conseil pour cultiver une santé rayonnante et autonome? Se lever du bon pied le matin. Et mordre la vie à pleines dents tous les jours. Ouais, c'est important. Ouais, tous les jours se dire aujourd'hui et décider qu'on va passer une chouette journée. Se mettre en chemin quotidiennement, puis chemin de vie, puis chemin et ça s'alimente et ça s'apprend. Ouais, ne pas subir en fait sa journée, hein, mais choisir de savoir comment on a envie de la passer. Être acteur de sa vie, pas et créateur. Et par là, le décider au plus profond de soi. Une bonne santé, c'est une bonne nuit, c'est un bon réveil, c'est attaquer la journée de bon pied et le soir, être fatigué, c'est normal et d'être satisfait de sa journée. C'est ça la santé, c'est de pouvoir aborder la journée physiquement, mais aussi tous les petits stress qu'on a tous, hein. Et c'est ça l'enjeu, c'est de trouver cet équilibre au quotidien. Et je voudrais te poser une dernière question, Sandra. Où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver tes accompagnements? Je travaille sur Utenheim. J'ai mon cabinet. Alors, Utenheim à côté de Benfeld avec un H parce qu'il y a 2 Utenheim. Il m'arrive de consulter sur Célestat également, certains jours. Sinon, j'ai un Facebook. Le site internet, c'est tout simple. C'est sandra-seiler-naturopathe.fr. Je fais des entretiens en visio également. Je fais aussi des ateliers ludiques de cueillette et de plaisir aussi, d'aller se promener, de se bouger, transformer les plantes et puis des ateliers plus thématiques sur la féminité. Super, merci beaucoup Sandra Mais pour c'est cet moi, échange hyper riche. C'est moi. J'espère qu'il vous a nourri autant qu'il m'a nourri moi. Et puis j'ai envie de vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.